Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des risques, qui est notre chapitre numéro 10. J'espère que tout le monde va bien. Donc, on a déjà au préalable parlé des risques et de leur gestion d'une manière globale. Maintenant, on va se consacrer à ce chapitre très intéressant qui on va lier à la gestion de projets, bien évidemment. Gestion des risques. Comme donc à notre habitude, objectif du cours, nous allons voir quel est le processus de gestion des risques, quels sont les éléments, quelles sont les étapes, quelles sont les techniques, etc. pour essayer de détecter et gérer les risques. En étape 1, on va donc parler de l'identification des risques. Étape 2, évaluation des risques. Étape 3, développement de la réponse ou alors des réponses aux risques. Ensuite, nous avons la gestion des opportunités, planification des mesures d'urgence, financement des mesures d'urgence et tampon temporel. Et enfin, étape 4, nous allons parler du contrôle de la réponse au risque, ainsi que la gestion du contrôle du changement. Donc ça, c'est concernant les objectifs du cours. Donc toujours la même approche, pédagogique, synthétique, simple. Euh, et bien évidemment, nous allons introduire le chapitre 10, qui est comment gérer des risques dans la gestion des risques, toujours lié à un projet. Alors, quelle est votre aversion au risque? Nous, en tant que personne, nous avons tous des personnalités différentes et on a une aversion au risque qui est différente. Donc, vous allez trouver des personnes qui prennent des risques de façon naturelle, d'autres qui calculent le risque, essayent d'atténuer son impact, etc. De la même manière, nous allons voir lorsqu'on gère ou lorsqu'on entend un projet, quelle est notre aversion au risque et comment elle impacte le projet. Personne ayant une aversion au risque. Petits exemples ici. J'aime bien être fiable et je suis généralement ponctuel. Je ne suis pas enclin à prendre des risques. Je suis responsable et préfère travailler efficacement. Je suis plus orienté vers le service que vers moi-même. J'accorde de l'importance aux institutions et j'observe les traditions. Vous avez de différents exemples, de différentes façons de faire, différentes visions, et à travers cela, nous allons voir comment tout cela est lié au risque. Les personnes qui prennent des risques, on va essayer de les définir par quelques points ici. J'aime l'action et j'agis parfois de manière impulsive. Je recherche l'excitation pour le frisson de l'expérience. Je suis débrouillard et préfère ne pas planifier ou préparer. Je suis plus orienté vers moi-même que vers le service. J'aime anticiper la position des autres. Vous reconnaîtrez probablement peut-être parmi ces définitions de personnes par rapport au risque, bien sûr, ou leur aversion au risque. Les personnes neutres face au risque. Je fais confiance à mon intuition et je suis à l'aise avec l'inconnu. Je pense à l'avenir et j'ai des objectifs à long terme. Je suis naturellement curieux et je pose souvent la question pourquoi? J'aime trouver de nouvelles idées. Je travaille mieux lorsque je suis inspiré. Donc, même chose ici, cela concerne les personnes qui ont donc une approche plutôt neutre face au risque. Petits exemples encore ici, ce qu'on appelle les signes noirs. Euh, Quel est le signe noir? Il s'agit d'un événement imprévisible, généralement lourd de conséquences.
Gestion des risques, il n'y a pas de signe noir en gestion des risques. Qu'est-ce que cela veut dire? Par exemple, on va prendre le tremblement de terre et le tsunami de mars 2011, ainsi que la crise centrale nucléaire. Cela n'aurait pas pu se produire. Les digues étaient suffisamment hautes. Là, on parle des tsunamis, bien sûr. Les données historiques indiquent le contraire. Les générateurs étaient prêts, en supposant qu'un tsunami ne puisse frapper. Donc ici, ce qu'on voit ici, c'est que la probabilité qu'un événement d'une telle force n'aurait pas pu se reproduire et que donc le Japon était prêt théoriquement à faire face à un événement de cette force majeure. Ils avaient toutes les données, toute donc la technologie, etc. Ils pensaient être préparés, mais en fait, ils ne l'étaient pas. Alors, deuxième exemple, déversement de pétrole de BP, donc British Petroleum, voilà, qui est une organisation anglaise qui est dans le pétrole, la fabrication et dans le pétrole, en avril 2010. L'obturateur anti-retour fonctionnerait, problème connu, la direction maîtrisait les problèmes, excellent résultat en matière de sécurité. Donc tout ça veut dire que techniquement, théoriquement, British Petroleum était prêt à faire face à ce genre donc de scénario. Mais la réalité est que dans ces deux exemples, on avait un événement imprévisible qui est lourd de conséquences. Même si on pensait que ces organisations étaient prêtes pour faire face à ça, eh bien, on connaît aujourd'hui les conséquences qui ont été dramatiques dans les deux cas. Pour le cas donc du tremblement de terre et tsunami de 2011 au Japon, donc des millions, si ce n'est pas des centaines de millions ou des milliards de pertes en termes de voilà, donc il y a eu des maisons qui ont été détruites, des milliers de gens sont morts aussi. Concernant le déversement de pétrole, eh bien, vous connaissez, donc, euh, euh, il y a eu donc le déversement, ça a pollué toute la mer, etc. Vous connaissez l'impact sur l'environnement que ça a eu. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Un autre exemple, donc, si on prend l'exemple d'un étudiant moyen, quels sont les risques auxquels il est confronté? Comment pouvons-nous limiter les dégâts? Exemple informatique. Quelles sont les choses qui pourraient arriver? On pourrait perdre un fichier, perdre une clé USB, perdre le disque dur. Le disque dur peut être endommagé, perte de l'ordinateur, endommagement de l'ordinateur, il peut être volé, perdu, crash de l'ordinateur, fichier corrompu, pas de réseau, impossible d'accéder à Internet par exemple, ou à D2L, etc. Aussi, assiduité et gestion du temps. Absence ou retard en classe, donc il s'agit du même exemple d'un étudiant moyen. En termes d'assiduité de gestion de temps, absence ou retard en classe, remise tardive d'un devoir ou exposé, absence de travail à domicile. Risques liés au projet. Qu'est-ce qui peut mal tourner? Quelle est la probabilité? Quels seront les dommages ou alors les impacts? Que pouvons-nous faire? Maintenant, on va essayer de comprendre comment catégoriser les risques. On a des risques connus, des risques inconnus et inconnaissables. Pour les risques connus, eh bien, ce sont des risques qui peuvent être découverts après une évaluation minutieuse du plan du projet, de l'environnement commercial et technique, ainsi que d'autres sources d'informations fiables. Par exemple, des dates de livraison irréalistes, l'absence de contribution de l'utilisateur, etc.
se référer aux risques qui peuvent être estimés à partir d'informations historiques, qui peuvent être atténués par des techniques de gestion et par des plans d'intervention s'ils devraient se produire. Exemple, retard ponctuel de livraison de la part d'un fournisseur tiers. Risques prévisibles mais risques inconnus. Risques qui peuvent être extrapolés à partir de projets antérieurs. Rotation du personnel par exemple, mauvaise communication avec le client, etc. Ces risques prévisibles ne peuvent être gérés directement, mais peuvent être atténués par l'utilisation de mesures d'urgence. Exemple, perte de personnel clé en raison d'une rotation. Les risques imprévisibles, quant à eux, sont des risques jokers, difficiles à prévoir. Les risques inconnus se réfèrent aux risques qui sortent du cadre des modèles historiques ou probabilistes du projet. Ces risques inconnus dépassent le cadre de la gestion des risques et sont généralement traités dans le cadre de la gestion des crises ou des catastrophes. Exemple, faillite d'entreprise, catastrophe naturelle, acte de terrorisme ou de guerre, tempête de neige majeure, ainsi que perte d'électricité. La gestion des risques, quel est son objectif? Eh bien, la gestion des risques vise à reconnaître et à gérer les problèmes potentiels et imprévus qui peuvent survenir lors de la mise en œuvre du projet. La gestion des risques identifie le plus grand nombre possible d'événements à risque, ce qui peut mal tourner, minimise leur impact, ce qui peut être fait à propos de l'événement avant le début du projet, gère les réponses aux événements qui se matérialisent, plan d'urgence, et fournit des fonds d'urgence pour couvrir les événements à risque. Toujours en gestion des risques, processus de gestion des risques. Donc, on va voir un diagramme, on va voir une illustration qui est la figure qui va suivre. Elle présente un modèle graphique du défi, du challenge que représente la gestion des risques. C'est au cours des phases de conception, de planification et de démarrage du projet que la probabilité qu'un événement à risque se produise. Par exemple, une erreur dans l'estimation des délais, des coûts, des techniques de conception, etc. Donc, cela représente un événement qui peut avoir une grande ampleur. L'impact sur les coûts d'un événement à risque dans le projet est moindre si, à la condition que si l'événement se produit plus tôt que plus tard. On explique ici que l'impact sur les coûts, donc l'impact sur les coûts, ça veut dire quoi? On part sur un projet on fait notre étude, business plan, etc. Et on estime que le projet va coûter $1 million. Si au final le projet nous coûte moins, eh bien l'impact sur les coûts, on va le minimiser. On ne va pas dépenser plus et avoir à chercher des sources de financement, mais on va au contraire économiser de l'argent, qui est une bonne chose. Les premières phases du projet représentent la période où il est possible de minimiser l'impact ou de contourner un risque potentiel. À l'inverse, lorsque le projet franchit la moitié de sa mise en œuvre, le coût d'un événement à risque augmente rapidement. Par exemple, le risque d'un défaut de conception survenant après la réalisation d'un prototype a un impact plus important en termes de coût ou de temps que si l'événement se produisait lors de la phase de démarrage du projet. Il est clair que l'identification des risques liés au projet et l'adoption d'une réponse avant le début du projet constituent une approche plus prudente que
l'absence de gestion des risques. Illustration ici, graphique. On a donc sur l'axe vertical, on a le niveau du risque. Donc low, il n'est pas élevé. High, c'est élevé. Sur l'axe horizontal, on a définir le planning, exécution et la phase de livraison. On retrouve aussi sur ce diagramme, c'est un autre axe sur la droite par rapport au coût, axe vertical. Eh bien, ce qu'on trouve, c'est la probabilité que le risque se concrétise est assez haut sur le premier diagramme, la première courbe, donc qui va de gauche à droite et qui a un risque élevé. Et par contre, vous allez voir qu'aux premières étapes, c'est-à-dire étape de définition et de lancement, le risque est assez grand. Après, il redescend lorsqu'on atteint la phase de livraison du projet. Vous avez le contraire quand on parle du prix. Donc, par rapport au coût, excusez-moi, le coût qui est par rapport à un événement majeur sur un projet, par rapport à un risque majeur. Donc, les coûts, vous allez voir que à l'étape de démarrage de planning et d'exécution, donc planning, le risque est très très bas et il augmente crescendo à l'étape d'exécution durant donc le cycle de vie du projet. Il commence à augmenter, on voit sur la courbe, la deuxième courbe en bas. Il augmente jusqu'à atteindre donc cost to fix risk event, donc il va continuer à monter jusqu'à ce qu'il atteigne son paroxysme où il atteint un coût élevé. Et cela se passe lors de la phase de livraison du projet. On voit très bien sur le graphique donc les différences très très claires entre les deux diagrammes. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la probabilité que les risques se concrétisent, eh bien, on va les avoir, comme on l'a déjà expliqué, lors de la phase de lancement. Par contre, le coût va a une grande probabilité d'être plus élevé lorsqu'on atteint la phase de livraison du projet. Toujours en gestion des risques. La gestion des risques est une approche proactive plutôt que réactive. Le terme proactif ou proactif ici veut dire l'anticipation, c'est-à-dire avoir des scénarios en tête, des plans, un plan A, un plan B, probablement un plan C, pour faire face à toutes les situations possibles. Plutôt que d'être réactif et ne pas avoir un plan qui est prêt, réactif, c'est-à-dire être dans la réaction et du coup être très probablement dépassé par le risque et subir un impact très élevé et qui peut avoir des conséquences négatives sur le projet. Donc proactif, très positif, réactif, négatif. Donc, la gestion des risques s'agit d'un processus préventif qui vise à réduire les surprises et à minimiser, comme on vient d'expliquer, les conséquences négatives associées à des événements indésirables. Donc, cette gestion des risques associés prépare également le gestionnaire de projet à prendre des mesures lorsqu'il est possible d'obtenir un avantage en termes de temps, de coût et ou de technique. Une gestion réussie des risques du projet permet au gestionnaire du projet de mieux contrôler l'avenir et peut améliorer considérablement les chances d'atteindre les objectifs du projet dans les délais, dans le respect du budget et des performances techniques. Il veut dire aussi fonctionnelles requises.
Donc, un schéma ici qui caractérise le processus de gestion des risques. Donc, comme vous voyez ici, on a 5 étapes principales. Établissement du contexte, appréciation des risques, qui inclut l'identification des risques, l'analyse des risques, l'évaluation des risques. Ensuite, on a le traitement de ces risques, qui on va trouver donc, dans cette phase identification des mesures potentielles, évaluation et sélection des mesures, planification et mise en œuvre. On trouvera aussi leadership, communication et consultation. Et enfin, on va trouver suivi et révision. Ceci représente les éléments qui composent le processus et les étapes de gestion des risques d'une manière globale. On va passer au processus de la gestion des risques, encore une fois, et on va donc détailler les étapes une par une. Étape 1, identification des risques. Le processus de gestion des risques commence par l'établissement d'une liste de tous les risques susceptibles d'affecter le projet. Donc, on va essayer d'imaginer et de faire une étude historique par rapport à des projets similaires et d'analyser les différents risques que, par exemple, des projets similaires ont fait face dans le passé. Et on va essayer donc de les identifier. Généralement, le chef de projet réunit au cours de la phase de planification une équipe de gestion des risques composée de membres de l'équipe principale et d'autres parties prenantes concernées. L'équipe utilise le brainstorming et d'autres techniques d'identification des problèmes afin d'identifier les problèmes potentiels. Les participants sont encouragés à garder l'esprit ouvert et à générer autant de risques probables que possible. On va trouver une erreur fréquente commise au début du processus d'identification des risques. On va trouver que lorsqu'une erreur euh, est commise, excusez-moi, au tout début du processus d'identification, cette erreur, elle se concentre sur les objectifs et non sur les événements susceptibles d'avoir des conséquences. On va illustrer ça par un exemple. Les membres de l'équipe peuvent considérer le non-respect du calendrier comme un risque majeur. Ils doivent plutôt se concentrer sur les événements d'entraîner cette situation, par exemple, c'est-à-dire ils doivent se concentrer plus sur les conséquences possibles qu'on peut avoir par rapport au non-respect du calendrier. Par exemple, de mauvaises estimations, des conditions météorologiques défavorables, des retards d'expédition, etc. Ce n'est qu'en se concentrant sur les événements réels que l'on peut trouver des solutions potentielles. En structure de répartition des risques, les organisations utilisent des structures de répartition des risques, RBS, conjointement, qui veut dire en même temps, avec des structures de répartition du travail, à savoir la Work Breakdown Structure, qu'on a vu la semaine passée, pour aider les équipes de gestion à identifier et éventuellement à analyser les risques. La figure qui suit, le diagramme qui suit, présente un exemple générique de la structure de répartition des risques. Au début, l'accent doit être mis sur les risques susceptibles d'affecter l'ensemble du projet plutôt qu'une section spécifique du projet ou du réseau. Une fois les macro-risques identifiés, des domaines spécifiques peuvent être vérifiés. La structure de répartition du travail, Work Breakdown Structure, est un outil efficace pour identifier les risques spécifiques. L'utilisation de la structure de répartition du travail réduit le risque de passer à côté d'un événement à risque. Dans les grands projets, plusieurs équipes de gestion des risques
sont organisés autour de livrables spécifiques et soumettent leur rapport de gestion des risques au chef de projet. Exemple ici visuel, donc un schéma qui caractérise ou qui représente un exemple de structure de répartition des risques. Donc, c'est un tableau Excel qui va donc nous donner une idée sur le modèle de matrice d'évaluation des risques. Risk taken key. Donc, on a bas, douleur moyenne, haut et extrême. Vous allez voir 0 acceptable, 1 aussi bas que raisonnablement possible, haut, ça veut dire généralement inacceptable, extrême, intolérable, en attente. Là, ensuite en bas, on a la sévérité, donc qu'est-ce qui est acceptable? Peu ou pas d'effet sur l'événement, tolérable, les effets se font sentir mais ne sont pas essentiels au projet, indésirable, exemple, un impact sérieux sur le plan d'action et les résultats, intolérable, pourrait entraîner une catastrophe. Donc, illustration d'un exemple ici de comment répartir et gérer les risques. Étudiants avec les sources de risque. Donc, les sources de risque sont identifiées au cours de la phase d'identification des risques. Les catégories de risques, quant à elles, classent systématiquement les risques et fournissent un contexte pour comprendre ces risques. On a ici une liste de points de départ des catégories de risques. Risques techniques, de qualité ou de performance, risques liés à la gestion du projet, donc très important, risques organisationnels et risques externes. Quant à ce module, évidemment, vous pouvez considérer que, vous pouvez penser que nous allons étudier les risques liés à la gestion de projet. Effectivement, c'est vrai, mais par contre, on va aussi essayer de comprendre les autres types de risques ou les autres catégories de risques qui sont énumérées ici. Donc, nous allons passer aux risques donc techniques, de qualité ou de performance. On va trouver parmi ces types de risques quelles sont leurs caractéristiques si vous voulez. Donc, une technologie non éprouvée ou complexe, des changements technologiques prévus en cours du projet. Ces risques techniques ont des objectifs de qualité irréalistes. Ils peuvent avoir aussi des objectifs de performance irréalistes aussi. C'est-à-dire que nos objectifs vont être, on va les voir un peu à la hausse et on va donc mettre la barre haut alors que ils sont pas réalistes. Donc ce sont des objectifs qui ne sont pas smart. Même chose pour les objectifs de qualité réaliste. Donc on va s'imaginer ou on va vouloir atteindre une certaine excellence en termes de qualité alors que peut-être, par exemple, nous n'avons ni l'expérience, ni l'expertise, ni la technologie pour cela, par exemple. Autre type de risque, donc les risques liés à la gestion du projet. Cela, il nous intéresse fortement, comme vous pouvez bien l'imaginer. Donc, une mauvaise planification du calendrier des ressources. Donc, cela mène à avoir des risques qui sont liés à la gestion du projet. Évidemment, donc, qui dit calendrier dit ressources. On est dans le triangle d'or, évidemment, si vous ajoutez les coûts, bien évidemment. Donc, lorsqu'on planifie mal ou on n'est pas réaliste en termes de calendrier, on ne respecte pas les dates, on dépasse les délais, etc. De même pour les ressources. Donc, ça, c'est un risque très, très important. Pourquoi? Eh bien, comme on a expliqué précédemment, les conséquences peuvent être très importantes. Autre type de risque, mauvaise planification du projet. Encore une fois, cela peut engendrer, encore une fois, une qualité qui n'est pas acceptable, des coûts en plus, etc. Et du coup, ça va impacter notre projet d'une manière globale et surtout négative, d'une manière négative. Les disciplines ou méthodologies de gestion de projet inadaptées ou médiocres. Lorsqu'on utilise des méthodes, des théories, des disciplines, des outils qui ne sont pas adaptés à notre projet qui est spécifique et unique, eh bien, nous allons avoir évidemment des conséquences négatives sur notre projet.
Autre catégorie de risques, les risques organisationnels. Donc, comme leur nom l'indique, ce sont des risques liés à l'organisation, à l'entreprise. Donc, conflit de ressources dû à la simultanéité de plusieurs projets au sein de l'organisation. Lorsqu'on a plusieurs projets qui concourent en même temps, qui se tiennent en même temps, qui démarrent en même temps et qui doivent être livrés, là, il y a un gros risque d'avoir des conflits en termes de ressources humaines par exemple, où on va avoir peut-être deux équipes qui vont être à cheval sur deux projets. Donc, ils vont travailler simultanément sur les deux projets. Ça, ça a un risque très élevé quant à la qualité du projet, les dates de livraison, respecter les délais, etc. Objectif irréaliste en termes de portée, de délai et de coût par rapport aux ressources ou à la structure de l'organisation. Encore une fois, là, il s'agit d'avoir une vision qui n'est pas réaliste. Manque de financement pour le projet ou détournement des fonds du projet vers d'autres projets. Parfois, vous verrez que l'entreprise va encore une fois travailler sur plusieurs projets en même temps, deux, trois projets, et elle va se rendre compte que un parmi ces trois va être très rentable. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont soit détourner des fonds qui étaient attribués à un projet afin de financer l'autre projet parce qu'ils estiment que peut-être que les retombées économiques vont être meilleures, etc. Ou pour d'autres raisons. Changement dans la supervision de la gestion. Vous allez avoir un changement au sein des effectifs. Et évidemment, ça peut impacter le projet. Comment? Eh bien, vous imaginez quelqu'un qui connaît bien les spécificités d'un projet. On a dit que chaque projet a des caractéristiques uniques. Et du coup, lorsque vous retirez, par exemple, un chef de projet qui connaît bien le projet et qui y travaille depuis un certain temps, si on le remplace, eh ben, le nouveau chef de projet n'était pas là depuis le début, il n'a pas toutes les connaissances nécessaires, donc il y a un grand risque euh, d'un point de vue, encore une fois, qualité, ressources, livraison dans les délais, etc. Perte du champion du projet, encore une fois, ça, je viens d'expliquer cet exemple. Ou alors politique du projet, si on a une vision et en cours de projet, cette vision change, ça va impacter négativement, possiblement, on dit possiblement, d'une manière négative, notre projet. Externe, donc là, il s'agit lorsqu'on a des nouvelles lois ou de nouvelles réglementations qui ont été votées par le gouvernement ou les différents ministères ou les différentes entités qui régissent notre activité, par exemple. Problème de main-d'œuvre, donc lorsqu'on n'a pas assez de main-d'œuvre qualifiée. Les conditions météorologiques, s'il s'agit d'un projet de construction, par exemple, et il va pleuvoir pendant une très longue période. Et là, on sera contraint à ralentir notre cadence et donc notre projet va s'allonger, s'étaler dans le temps. On ne le livrera pas à temps, par exemple. Les taux de change, donc ça c'est par rapport aux fluctuations des monnaies, des bourses, etc. Donc la macroéconomie. Changement dans la politique étrangère pour les projets réalisés, en totalité ou en partie. Là, il s'agit donc des décisions des politiques euh, extérieures de différents gouvernements qui vont parfois faciliter les investissements extérieurs ou alors qui vont faciliter les projets en intra, c'est-à-dire euh, financés par des gens, donc des locaux, ou alors ils vont changer de politique et ça va rendre donc les critères et ça va rendre donc ça va rendre l'investissement compliqué. Ce sont des exemples qui peuvent impacter effectivement la réalisation de nos projets. Là, on a changement dans la politique étrangère pour les projets réalisés dans d'autres pays. Les risques catastrophiques, ce qu'on appelle les risques de force majeure, par exemple les inondations, les tsunamis, les tremblements de terre, etc., sortent du cadre de la planification de la gestion des risques
et nécessitent des techniques de reprise après sinistre. Exemple, tremblement de terre, météorite, volcan, ouragan, inondation, troubles civils, terrorisme, etc. Étant donné que ces risques externes sont généralement pris en compte avant la décision de poursuivre le projet, ils seront exclus de la discussion sur les risques liés au projet. Cependant, les risques externes sont extrêmement importants et doivent être pris en compte. On va trouver parmi les outils d'identification des risques, en deux, on va trouver le profil de risque. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Le profil de risque est un autre outil très utile. Il s'agit d'une liste de questions permettant de déterminer les zones d'incertitude traditionnelles d'un projet. Ces questions ont été développées et affinées à partir de projets antérieurs similaires. Antérieurs veut dire qui se sont déroulés avant. Donc la figure qui suit, ou alors le graphique, le visuel qui suit, présente un exemple partiel de profil de risque. Les profils de risque sont généralement établis et tenus à jour par qui? Par le personnel du bureau de projet. Pour illustrer cela, on a la figure qui suit, donc qui concerne le profil de risque partiel pour un projet de développement de produits. On a pris ça comme exemple. Donc, quels sont les requériments techniques? Eh bien, est-ce que donc les requériments sont stables? En termes de design, est-ce que le design dépend d'une base de données réaliste ou plutôt irréaliste et trop optimiste? Donc, en termes de test, est-ce que le test d'équipement va être disponible quand on en aura besoin? En termes de développement, est-ce que le développement du processus est supporté par une compatibilité en termes de procédures et méthodes et outils? En termes donc d'emploi du temps et de calendrier plutôt, est-ce que le calendrier va dépendre de la donc que les autres projets soient finalisés? Budget. Est-ce qu'on peut donc se référer aux estimations en termes de coûts et on peut prendre ça comme référence? En termes de qualité, est-ce que les considérations en termes de qualité ont été considérées dans la méthode de design? La gestion, donc le management, est-ce que donc les personnes qui travaillent sur le projet savent qui a une autorité sur quoi? Donc l'environnement de travail, est-ce que les gens qui travaillent ensemble sur différentes fonctions et différents départements connaissent donc les limites et les réglementations de ces collaborations? Est-ce qu'ils sont au courant des règles, etc. En termes de staff et de ressources humaines, est-ce que nos ressources humaines sont des profils qui sont expérimentés, inexpérimentés? Est-ce qu'on a donc des effectifs suffisants ou on a des manquements en termes d'effectifs? Nos clients, est-ce que le client comprend tous les intrants, tout ce dont on aura besoin en termes de coûts, de temps, de ressources pour finaliser le projet, et les différentes parties prenantes, par exemple les contracteurs ou les sponsors, est-ce qu'il y aurait des ambiguïtés, excusez-moi, ou des éléments qui ne sont pas clairs dans la tâche de ces contracteurs? Euh, ils sont, ils sont mis à jour et affiné au cours de l'audit post-projet. Post-projet, c'est après que le projet soit livré. Post, c'est après. Ces profils, lorsqu'ils sont tenus à jour, peuvent constituer une ressource puissante dans le processus de gestion des risques. L'expérience collective des projets antérieurs de l'entreprise réside dans les questions qu'ils posent.
Voici donc une illustration visuelle. Vous avez au centre analyse des risques associés à notre projet. Vous allez avoir des risques, par exemple, d'ordre relationnel, d'ordre technique, temps, environnement de travail, connaissances, expérience. On va prendre par exemple donc les analyses, les risques d'ordre technique. Par exemple, perte de données, casse, perte ou vol d'ordinateur, mauvaise connexion Internet. Relationnel, quels sont les risques ou les situations que l'on peut, type de risque que l'on peut avoir? Eh bien, on peut avoir en relationnel des désaccords entre les membres du groupe, l'absence du tuteur ou co-tuteur, absence d'un des membres du groupe. En expérience, vous allez avoir des risques tels que le manque d'expérience posté, perdre ses moyens à l'oral déjà lent, manque d'expérience dans l'analyse des risques. En connaissance, nous allons trouver ne pas réussir à réaliser l'outil demandé, ne pas bien cerner notre projet. En termes d'environnement de travail, non-disposition des ressources matérielles et immatérielles, manque de motivation des membres du groupe. Et on va trouver l'élément stress qui est très important. Environnement de travail. Ça peut être les conditions, ça peut être le stress, manque de motivation, ne pas avoir toutes les ressources humaines et matérielles à disposition à temps. Pour le facteur temps, on va avoir par exemple ne pas avoir assez de temps, ne pas respecter le planning, ne pas trouver de plage horaire commune de travail pour donc toutes les personnes qui travaillent sur le même projet. Vous allez avoir des disponibilités qui ne sont pas similaires et ça va retarder du coup notre projet. En 3, en termes d'outils pour identifier les risques, nous allons trouver les données historiques. Qu'est-ce que cela implique? Eh bien, les données historiques peuvent compléter ou être utilisées lorsque les profils de risque formels ne sont pas disponibles. Les équipes de projet peuvent étudier ce qui s'est passé dans le passé pour des projets similaires afin d'identifier les risques potentiels. Par exemple, un chef de projet peut vérifier la ponctualité des fournisseurs sélectionnés afin d'évaluer la menace de retard d'expédition. Les gestionnaires de projets informatiques, par exemple, peuvent accéder à des documents sur les meilleures pratiques détaillant les expériences d'autres entreprises en matière de conversion de systèmes logiciels. Les demandes de renseignements ne doivent pas se limiter aux données enregistrées. Les chefs de projet avisés s'inspirent de la sagesse des autres en demandant l'avis de chefs de projet chevronnés, qui veut dire expérimentés. Le processus d'identification des risques ne doit pas se limiter à l'équipe principale. Il convient de solliciter l'avis des clients, des sponsors, des sous-traitants, des fournisseurs, ainsi que d'autres parties prenantes du projet. Les parties prenantes, quant à elles, celles qui sont concernées, peuvent être formellement interrogées ou incluses dans l'équipe de gestion des risques. Non seulement ces acteurs, on veut dire par là les différentes parties prenantes, ont un point de vue précieux, mais aussi, en les impliquant dans le processus de gestion des risques, ils s'engagent davantage dans la réussite du projet. Le processus d'identification des risques ne doit pas se limiter à l'équipe principale. Il convient de solliciter l'avis des clients, des sponsors, des sous-traitants, des fournisseurs et d'autres parties prenantes. Ces parties prenantes concernées peuvent être formellement interrogées, qui veut dire qu'elles peuvent être interrogées à travers donc des entretiens, des interviews qui sont organisées et menées d'une manière professionnelle, ou elles peuvent être incluses dans l'équipe de gestion des risques. Non seulement ces acteurs ont un point de vue, donc c'est quoi l'intérêt de solliciter et d'impliquer toutes les parties prenantes? C'est parce que
toutes ces parties prenantes ont un point de vue précieux et unique et ça va nous apporter une valeur ajoutée à la suite de notre processus qui est d'identifier les risques. Donc, ils ont tous un point de vue précieux et en les impliquant dans le processus de gestion des risques, ils s'engagent davantage dans la réussite du projet. Donc, si vous impliquez quelqu'un qui fait partie d'un projet en leur expliquant et leur disant que votre avis est très important pour vous, eh bien, vous allez avoir, la conséquence va être que ces gens-là, ces parties prenantes-là, vont avoir un intérêt beaucoup plus important pour le projet, ils vont être plus intéressés, plus impliqués euh, pour cette tâche-là, qui est notre projet. Et du coup, on va avoir logiquement donc une qualité qui est supérieure. On va avoir on a beaucoup de chances en fait, une grande probabilité d'aboutir à notre donc but et réaliser tous nos objectifs concernant notre projet. Et ce qui nous intéresse finalement, c'est que le projet réussisse. Donc la réussite du projet. On a ici un exemple donc d'un tableau pour identifier les risques. Donc étape 1, 2, 3 et 4. Donc étape 1, identification du risque. On doit analyser le projet afin d'identifier les sources de risque. Vous voyez bien que c'est en anglais, je l'ai fait exprès. C'est bien que vous voyez les termes techniques qui sont en anglais. Comme ça va vous aider lorsque vous allez faire des lectures ou de la documentation où vous allez voir des termes qui sont en français et d'autres qui sont en anglais, qui sont des termes génériques qu'on va trouver euh, dans, tout, euh, dans tous les fascicules, dans toutes les ressources, encore une fois, qui sont des termes en anglais à la base. Known risks, donc les risques connus, on va voir par exemple les risques de euh, assessment, on va avoir analyse, donc les risques qui vont pour analyser les risques, donc analyser les risques en termes de sévérité ou alors d'impact, en termes de probabilité que le risque donc euh, arrive réellement, tienne, voilà, et la contrôlabilité, le contrôle. On a aussi là c'est le assessment du risque, c'est-à-dire l'analyse du risque. Étape numéro 3, donc la réponse, développement de la réponse par rapport au risque, développer une stratégie pour réduire l'impact et les dommages du risque, développer un plan de contingence, qui veut dire un plan B, au cas où, penser à toutes sortes d'alternatives, de possibilités, qu'est-ce qui pourrait arriver, et à partir de là, on va établir un plan d'action. Gestion du risque, un plan pour la gestion du risque. Et là, on rentre dans l'étape 4 qui est la réponse et contrôle du risque. Donc, on va implémenter, mettre en place une stratégie de gestion du risque. On va analyser et ajuster notre plan pour les risques à venir ou les risques dont on n'a pas ou qu'on n'a pas considéré. Et enfin, la gestion du changement, ça c'est par rapport à différents changements qui peuvent arriver, qui peuvent être internes et surtout externes dans l'environnement externe, euh, sur lesquels, comme on a expliqué, sur lesquels on n'a pas de contrôle. Mais ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de minimiser l'impact du risque sur notre projet euh, au maximum. Étape 2, évaluation des risques. Donc l'étape 1 produit une liste de risques potentiels. Tous ces risques ne méritent pas qu'on s'y attarde. Il y a risque et risque. Certains sont insignifiants, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas d'une grande importance et peuvent être ignorés, tandis que d'autres menacent sérieusement le bien-être du projet. Les gestionnaires doivent mettre au point des méthodes pour passer au crible la liste des risques, éliminer ceux qui sont sans importance ou redondants et classer les risques valables
en fonction de leur importance et de la nécessité d'y accorder de l'attention. Outils d'évaluation des risques, donc on a l'analyse des scénarios. On va aller un peu plus en détail. Il s'agit de la technique la plus simple et la plus couramment utilisée pour analyser les risques. Les membres de l'équipe évaluent l'importance de chaque risque en termes de probabilité de l'événement, impact de l'événement. Donc ces deux éléments sont extrêmement importants du point de vue de l'évaluation, d'évaluer le risque et son importance. Donc probabilité, quelle est la probabilité que ce risque se réalise et quel est l'impact si ce risque devait se produire. Quel est son possible impact sur notre projet, sur notre organisation, etc. On a dit aussi qu'en d'autres termes, on explique aussi que les risques doivent être évalués en fonction de la probabilité que l'événement se produise et encore une fois, comme on l'a expliqué, et l'impact ou alors les conséquences de sa survenance, c'est-à-dire si ce risque devait se manifester. Toujours en analyse des scénarios, on va donner un exemple. Donc, le risque qu'un chef de projet soit frappé par la foudre sur un chantier aurait un impact très négatif, majeur sur le projet. Donc, il peut avoir un impact négatif majeur, majeur veut dire très important, sur le projet. Mais la probabilité est si faible qu'elle ne mérite pas d'être prise en considération. Inversement, c'est-à-dire qu'à l'opposé, les gens changent d'emploi, de sorte qu'un événement tel que la perte d'un membre clé du personnel du projet aurait non seulement un impact négatif, mais aussi une forte probabilité de se produire dans certaines organisations. Dans ce cas, parce qu'on a une possibilité d'avoir un impact négatif, une grande probabilité que cela se passe, il serait judicieux que l'organisation soit proactive et non réactive et atténue ou alors diminue ce risque au maximum. Comment? Eh bien, en développant des systèmes d'incitation pour retenir les spécialistes ou en s'engageant dans des formations croisées pour réduire l'impact de la rotation du personnel. Donc, rotation du personnel, ça veut dire que vous avez des employés qui vont donc travailler au sein d'une entreprise et après ils vont quitter après un certain temps. Si vous avez donc ce phénomène qui est courant dans votre entreprise, il va falloir faire une enquête, essayer d'identifier pourquoi ces éléments quittent votre entreprise. Toujours en outil d'identification des risques, la qualité et la crédibilité du processus d'analyse des risques exigent que différents niveaux de probabilité d'impact des risques soient définis. Ces définitions varient et doivent être adaptées à la nature ainsi qu'aux besoins spécifiques du projet. Par exemple, une échelle relativement simple allant de très peu probable à presque certain peut suffire pour un projet, tandis qu'un autre projet peut utiliser des probabilités numériques plus précises, par exemple 0, 1, 0, 3, 0, 5, etc. Le schéma qui suit donne un exemple de la manière dont les échelles d'impact pourraient être définies en fonction des objectifs du projet en matière de coût, de temps, de portée et de qualité. Ici, comme on l'a dit, la figure 7.5, c'est donc une illustration, une explication, un exemple concernant les conditions définies pour les échelles d'impact d'un risque sur les objectifs principaux du projet. Alors, cet exemple, c'est par rapport à d'impact négatifs uniquement. Donc, on va voir des exemples d'un ordre négatif, d'un impact négatif, excusez.
Donc, on va utiliser une échelle allant de 1 à 5, 1 étant très, très peu élevé ou très bas, 2 étant euh, pas élevé, 3 modéré, 4 élevé et 5 très élevé. En termes de coûts, on va avoir donc dans la colonne de gauche les objectifs du projet, donc les coûts, le temps ou alors le calendrier, l'étendue ou alors la portée et enfin la qualité. Donc on va avoir un cost, des coûts insignifiants. On va avoir, des coûts qui vont être de moins de 10% et qui vont avoir des augmentations de moins de 10%, qui vont avoir en 3, entre 10 et 20% d'augmentation, entre 20 et 40 pour important et très important pour plus de 40, etc. En termes de temps, on va avoir un temps insigne, euh, plus de temps d'une manière insignifiante. Ça, c'est très bas. Bas, on va avoir moins de 5% donc d'augmentation de temps. C'est entre 5 et 10% pour modéré, entre 10 et 20, pardon, pour important, et pour très important, on va avoir plus de 20% d'utilisation ou alors de plus de temps. En termes d'étendue, on va avoir très bas, donc une baisse qui n'est pas très remarquable, donc très peu. On va voir bas des, euh, pour des événements ou alors des éléments des parties qui vont être impactées d'une manière pas très importante, donc qui va affecter l'étendue du projet. Beaucoup de donc euh, beaucoup de areas ou alors beaucoup d'éléments qui vont être impactés ou qui vont impacter l'étendue. Là, on va voir modéré 3. En 4, on va voir élevé. Là, c'est-à-dire que la réduction de l'étendue est inacceptable pour le sponsor et très élevée. En 5, c'est un projet ou alors un élément qui n'a aucune importance. En termes de qualité, en 1 très bas, on va trouver une qualité de dégradation qui n'est pas donc visible et qu'on ne remarque même pas. En 2, on va trouver seulement les applications qui sont euh, un peu complexes vont être affectées. En 3, on va trouver la réduction de la qualité demandera l'aval et l'approbation du sponsor. En 4, on va trouver la réduction de la qualité est inacceptable au sponsor. Et enfin, en 5, très haut, très élevé, le projet, le projet à sa livraison est d'aucune utilité. Analyse de scénario. Les analyses de scénario sont documentées dans divers formulaires d'évaluation des risques utilisés par les entreprises. La figure qui suit est un exemple partiel d'un formulaire d'évaluation des risques utilisé dans le cadre d'un projet SI impliquant la mise à niveau de Windows Vista à Windows 7. On remarque qu'en plus d'évaluer la gravité et la probabilité des événements à risque, l'équipe évalue également le moment où l'événement pourrait se produire et sa difficulté de détection. La difficulté de détection est une mesure de la facilité avec laquelle il serait possible de détecter que l'événement va se produire à temps pour prendre des mesures d'atténuation, c'est-à-dire le degré d'avertissement dont nous disposons. Ainsi, dans l'exemple de la conversion à Windows 7, l'échelle de détection irait de 5, qui veut dire pas d'avertissement, c'est le score de détection le plus élevé de 5 qui serait attribué aux événements qui ne peuvent être découverts que lorsqu'il est trop tard, c'est-à-dire le gel du système. À 1, on a beaucoup de temps pour réagir.
On a ici donc un diagramme qui explique cela à travers donc l'échelle qui va de 1 à 5, l'éventualité du risque, l'impact potentiel, détection et sa difficulté, etc. et différents risques sur la colonne de gauche. Sur la colonne de droite, on a quand, donc la conversion, une start-up, donc une boîte qui vient de commencer par exemple, dans l'informatique, par exemple, après installation et installation. Donc, analyse des scénarios toujours. Les organisations jugent souvent utile de classer la gravité des différents risques dans une certaine forme de matrice d'évaluation des risques. La matrice est généralement structurée autour de l'impact et de la probabilité de l'événement à risque. Par exemple, la matrice des risques présentée à la figure qui suit consiste en un tableau de 5 par 5 éléments, donc une matrice, chaque élément représentant un ensemble différent de valeurs d'impact et de probabilité. La matrice est divisée en zones rouges, jaunes et vertes, représentant à chaque fois donc un certain degré de risque. Donc, ici, l'impact étant généralement considéré comme plus important que la probabilité, une probabilité de 10% de perdre 1 million de dollars est généralement considérée comme un risque plus grave, plus élevé qu'une probabilité de 90% de perdre 1000 dollars. Donc, il y a la relativité ici. La zone rouge, ça veut dire risque majeur, s'étend plus loin dans la colonne de l'impact élevé. Si l'on prend l'exemple du projet Windows 7, les problèmes d'interface et le gel du système seraient placés dans la zone rouge, risque majeur, tandis que les réactions négatives des utilisateurs et les dysfonctionnements du matériel seraient placés dans la zone jaune, donc risque modéré. Si l'on prend l'exemple du projet Windows 7, les problèmes d'interface et gel du système seraient placés dans la zone rouge, tandis que les réactions négatives des utilisateurs et le dysfonctionnement seraient placés dans la zone jaune. La matrice de gravité des risques permet de hiérarchiser les risques à traiter. C'est-à-dire, on va les catégoriser. Les risques de la zone rouge sont prioritaires, suivis des risques de la zone jaune. Et enfin, les risques de la zone verte sont généralement considérés comme sans conséquence et ignorés à moins que leur état ne change. L'analyse des modes de défaillance et de leurs effets, AMDE, élargit la matrice de gravité des risques en incluant la facilité de détection dans l'équation. Donc, impact multiplié par probabilité multiplié par détection égale la valeur du risque. Par exemple, un risque dont l'impact se situe dans la zone 1, dont la probabilité est très faible et dont la détection est facile, peut obtenir une note de 1 fois 1 fois 1 qui va nous donner 1. A l'inverse, un risque fort, impact fort avec une probabilité élevée et impossible à détecter obtiendrait une note de 125, qui veut dire 5 fois 5 fois 5. Ce large éventail de notes numériques permet de stratifier facilement les risques en fonction de leur importance globale. Donc la figure 7 ici illustre ça de manière très visuelle. Donc la zone jaune ici, elle est caractérisée par les carrés blancs. La zone orange par le rose clair et le rose foncé, ce sera la zone rouge où il y a un risque élevé. Alors, aucun schéma d'évaluation n'est absolument infaillible. Par exemple, la faiblesse de l'approche de l'analyse des modes de défaillance et de leurs effets, AMDE, réside dans le fait qu'un événement classé impact 1, probabilité 5 et détection 5, recevrait la même note pondérée qu'un événement classé impact 5, probabilité 5 et détection 1. Cela souligne l'importance de ne pas considérer l'évaluation des risques comme un simple exercice de mathématiques. Rien ne remplace une discussion réfléchie sur les principaux événements à risque. 2. On a analyse des probabilités. Le gestionnaire de projet dispose de nombreuses techniques statistiques qui peuvent l'aider à évaluer les risques du projet. Les arbres de décision ont été utilisés pour évaluer les différentes possibilités d'action à l'aide des valeurs attendues.
Des variations statistiques de la valeur actuelle nette, VAN, ont été utilisées afin d'évaluer les risques liés au flux de trésorerie dans les projets. Donc ici, un diagramme qui illustre cela d'une manière très simple. Alors, troisième étape, l'élaboration de la réponse au risque. Lorsqu'un événement à risque est identifié et évalué, une décision doit être prise concernant la réponse appropriée à l'événement en question. Les réponses aux risques négatifs peuvent être classées comme suit: atténuer, éviter, transférer ou alors conserver. Atténuer le risque. La réduction du risque est généralement la première solution envisagée. Il existe fondamentalement deux stratégies d'atténuation des risques. Premièrement, réduire la probabilité que l'événement se produise et ou, deuxièmement, réduire l'impact que l'événement négatif aurait sur le projet. La plupart des équipes chargées de la gestion des risques se concentrent d'abord sur la réduction de la probabilité de survenance des événements à risque, car en cas de succès, cela peut éliminer la nécessité d'envisager la deuxième stratégie qui est potentiellement coûteuse. Un exemple de réduction de la probabilité d'occurrence des risques est le test et le prototypage qui sont fréquemment utilisés pour éviter que des problèmes n'apparaissent plus tard dans un projet. Un exemple de test peut être trouvé dans un projet de système d'information. L'équipe de projet était chargée d'installer un nouveau système d'exploitation dans sa société mère. Avant de mettre en œuvre le projet, l'équipe a testé le nouveau système sur un petit réseau isolé. Ce faisant, elle a découvert une série de problèmes et a pu proposer des solutions avant la mise en œuvre. L'équipe a encore rencontré des problèmes lors de l'installation, mais leur nombre et leur gravité ont été considérablement réduits. Deuxièmement, une autre stratégie d'atténuation consiste à réduire l'impact du risque s'il se produit. Par exemple, un projet de construction de pont illustre à la réduction des risques. Un nouveau projet de pont pour un port côtier devait utiliser un processus innovant de coulage continu du ciment, développé par une entreprise australienne, dont le but est d'économiser beaucoup d'argent et de temps. Le risque majeur était que le processus de coulage en continu pour chaque grande section du pont ne puisse être interrompu, ne puisse pas être interrompu. Toute interruption aurait nécessité le démantèlement et le recommencement de l'ensemble de la section en ciment, des centaines de mètres cubes de ciment. L'évaluation des risques possibles s'est concentrée sur la livraison du ciment depuis la cimenterie. Les camions pourraient être retardés ou l'usine pourrait tomber en panne. De tels risques entraîneraient des coûts de reprise et des retards considérables. Le risque a été réduit en faisant construire 2 cimenteries supplémentaires sur des autoroutes différentes, à moins de 30 km du projet de pont, au cas où l'approvisionnement de l'usine principale serait interrompu. Ces deux usines mobiles ont transporté les matières premières pour une section entière du pont et des camions supplémentaires étaient immédiatement prêts à intervenir chaque fois qu'une coulée continue était nécessaire. Scénarios de réduction des risques similaires apparaissent dans les projets de développement de systèmes et de logiciels où des processus d'innovation parallèles sont utilisés en cas de défaillance de l'un d'entre eux. Deuxièmement, éviter les risques. L'évitement des risques consiste à modifier le plan du projet afin d'éliminer le risque ou la condition. Bien qu'il soit impossible d'éliminer tous les risques, certains risques spécifiques peuvent être évités avant le lancement du projet. Par exemple, l'adoption d'une technologie éprouvée au lieu d'une technologie expérimentale peut éliminer les défaillances techniques. L'évitement du risque permet d'éradiquer le risque en supprimant le risque ou alors sa cause. L'évitement des risques est plus approprié dans les premières phases d'un projet grâce à une meilleure communication, à des ressources supplémentaires ou à une définition plus claire du champ d'application. Troisièmement, le transfert de risque. Le transfert de risque à une autre partie est courant. Ce transfert ne modifie pas le risque. Le transfert du risque à une autre partie entraîne presque toujours le paiement d'une prime pour cette exemption. Les contrats à prix fixe sont exemple classique du transfert de risque d'un propriétaire à un
à un entrepreneur. L'entrepreneur comprend que son entreprise paiera pour tout risque qui se matérialise. Par conséquent, un facteur de risque monétaire est ajouté au prix de l'offre. Avant de décider de transférer le risque, le propriétaire doit déterminer quelle partie est la mieux à même de contrôler les activités susceptibles d'entraîner la réalisation du risque. L'entrepreneur est-il capable d'absorber le risque? Il est impératif d'identifier clairement et de documenter la responsabilité de l'absorption du risque. L'assurance est un autre moyen plus évident de transférer les risques. Quatrièmement, conserver le risque. Dans certains cas, la décision d'accepter le risque de survenance d'un événement est prise en toute connaissance de cause. Certains risques sont si importants qu'il n'est pas possible d'envisager le transfert ou la réduction de l'événement, par exemple un tremblement de terre ou une inondation. Le maître d'ouvrage assume le risque parce que la probabilité qu'un tel événement se produise est faible. Dans d'autres cas, les risques identifiés dans la réserve budgétaire peuvent simplement être absorbés s'ils se matérialisent. Le risque est retenu en élaborant un plan d'urgence à mettre en œuvre si le risque se matérialise. Dans quelques cas, il est possible d'ignorer un risque et d'accepter un dépassement de coût si le risque se concrétise. Plus on s'efforce de répondre au risque avant le début du projet, plus on a de chances de minimiser les surprises. Exercice résolu, donc 3 types de risques logiciels. Risques liés au projet, menacent le plan du projet. En d'autres termes, si les risques se concrétisent, il est probable que le calendrier du projet dérape et que les coûts augmentent. Budget financement, calendrier, questions de personnel, ressources. Plan du projet, processus de gestion de projet, clients, problèmes liés aux exigences, modification du champ d'application ou des exigences, complexité et taille du projet, matériel, risque environnemental. Risques commerciaux menacent la viabilité du projet à construire. Construire un excellent produit dont personne ne veut plus, risque de marché. Construire un produit qui ne correspond plus à la stratégie globale de l'entreprise, risque stratégique. Construire un produit que la force de vente ne sait pas comment vendre. Perdre le soutien de la direction générale en raison d'un changement d'orientation ou d'un changement de personnel, risque de gestion. Perdre un engagement budgétaire ou personnel, risque budgétaire. Contrat, préoccupations politiques, risques juridiques. Donc, tout ça sont des exemples. On a ensuite des risques techniques, menace la qualité et le respect des délais de logiciel à produire, conception, mise en œuvre, interfaçage, vérification, découpage, maintenance et sécurité. Il me reste à vous remercier, chers étudiants. J'espère que cette séance a été bénéfique et j'espère que vous avez appris de nouvelles choses concernant la gestion du risque. Il me reste à vous souhaiter une excellente soirée, une excellente journée. N'hésitez pas à poster vos questions encore une fois sur la plateforme Moodle de l'université. Et donc, je vous dis à lundi durant notre séance, donc notre rencontre d'1 heure pour débattre de ce sujet. À très bientôt, chers étudiants, et bon courage.